Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente Alain Delavie, directeur des rédactions de Rustica. Nous sommes à quelques semaines de la deuxième édition en présentiel du Salon Permaé qui se déroulera du 18 au 21 mars 2022 dans le Parc Floral de Paris. Et pour nous préparer à cet événement, je suis très heureux d'ouvrir le 4e rendez-vous du cycle de rencontres virtuelles, les rencontres de Permaé. Ces rencontres ont été et sont l'occasion de nous retrouver pour partager sur des thèmes en relation avec la permaculture, le jardinage biologique et l'écologie. Ce soir, nous allons écouter Pauline Anneny, responsable de la Fondation Rustica, Rémi Guilhem et Brice Roussel, représentants de l'association Vergers Urbains, qui a vocation à rendre la ville comestible en impliquant les citadins et les citadines dans ses projets. Mais avant de laisser la parole à Pauline, Rémi et Brice, je vous rappelle qu'à l'issue de leur présentation, nous aurons environ un quart d'heure pour les réponses aux questions que vous pouvez poser sur le chat dès à présent et pendant toute la conférence. Sans plus tarder, Pauline, Rémi, Brice, nous vous écoutons, c'est à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Guilhem, je vais partager une petite présentation préparée pour l'occasion, ici même. Hop là. Donc normalement, vous devez pouvoir la voir. Et j'aimerais déjà commencer par remercier Rustica la Fondation Rustica pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir présenter un petit peu le travail de notre association Vergers Urbains. Très bien. Et je m'appelle Brice, peut-être que tu veux dire quelques mots pour te présenter avant que je commence? Bonjour à toutes et à tous. Merci à la Fondation Rustica aussi pour l'invitation. Donc moi je suis un apprenti jardinier dans un jardin que Vergers Urbains a présenté, a accompagné et donc je vous parlerai un peu du jardin en question. Voilà. Et donc, pour ma part, je suis salarié dans l'association Vergers Urbains depuis environ 1 an et demi. Je suis chargé du développement, donc je cherche à monter des projets d'agriculture urbaine divers et variés. On va y revenir, vous inquiétez pas. Et je suis aussi, j'en profite pour le dire, doctorant. Je travaille sur le financement de l'agriculture urbaine au Crespa Laptop. Donc, ça permet aussi d'avoir une autre perception un peu différente de ce travail. Mais pour aujourd'hui, je vais garder ma casquette de salarié de Vergers Urbains et vous présenter un petit peu le travail de cette association. Qui effectivement, comme l'indique le titre, vise à rendre la ville comestible. Et pour ça, on a eu des démarches, des méthodes qui sont principalement participatives. Pour vous résumer très rapidement ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'origine de l'association et aussi de ses objectifs et valeurs, quelle est un peu la mission sociale qu'on se donne au sein de Vergers Urbains. Très brièvement, vous présenter l'équipe, ou en tout cas les différents métiers, parce que vous verrez, on est nombreuses et beaucoup de métiers différents au sein de cette association, pour ensuite entrer un petit peu plus dans le dur et vous parler, voilà, qu'est-ce qu'on fait très concrètement, qu'est-ce que c'est notre mission sociale, comment on arrive à créer des jardins partagés. Et finalement aussi conclure sur les différentes formes de la végétalisation comestible. Parce qu'on parle d'agriculture urbaine, on a l'image d'une ferme urbaine, des choses comme ça, mais il existe des formes très diverses. Et c'est un peu voilà, cette diversité-là que j'aimerais vous présenter à travers le travail de l'association. Donc rapidement, pour vous dire un petit peu d'où vient l'association, c'est une association qui a été créée en 2012 dans le 18e arrondissement de Paris, dans le quartier La Chapelle. Et ça a été le regroupement de militants et d'acteurs associatifs qui étaient au nombre de 4 au début, qui se sont dit la végétalisation, c'est quelque chose d'important, particulièrement dans les quartiers dits prioritaires de la ville, on va dire pour aller rapidement les quartiers populaires. Et d'autant plus que quand on parle de végétalisation, on pense souvent juste à des petites jardinières sur le bord des fenêtres, mais nous, ce qu'on veut, c'est planter des arbres. C'est pour ça qu'on s'appelle Vergers Urbains. Donc, l'enjeu assez fort pour nous, c'est de remettre de la végétalisation dans la ville, mais de la végétalisation qui a vocation à rester. Et pour nous, les arbres, c'est les médiums les plus, même symboliquement, les plus forts qui peuvent s'installer et vraiment rester dans la ville. Donc voilà, on se prive de rien, ça peut être des pieds d'immeubles, des toits, des friches, des balcons, partout où on peut mettre de la végétalisation, et je dis bien comestible, on essaie de le faire. Mais pour qu'un jardin vive, il faut aussi
qui soient entretenus par des jardiniers et voilà, par des jardiniers, des collectifs d'habitants. Donc, c'est tout l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que ces espaces végétalisés soient pris en main par les habitants et les habitantes eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'une appropriation collective et aussi non exclusive, puisque l'idée, c'est pas que finalement, on fabrique uniquement des jardins privés accessibles à un petit groupe, mais que ça puisse bénéficier à l'ensemble des habitants et des habitantes. Donc, c'est ce qu'on appelle les services les services écosystémiques. Donc, ça va de la réduction des îlots de chaleur à la préservation de la biodiversité en ville, toutes ces choses-là qui servent en fait à tout le monde. Donc voilà, c'est un petit peu nos valeurs. Voilà, j'ai fait les deux d'un coup. Ce qui s'ajoute peut-être aussi quand on collectif et des valeurs de l'association, c'est que non seulement il y a une question proprement environnementale, prendre soin de la biodiversité, prendre soin des espaces végétaux, mais aussi, parce qu'on fait de l'agriculture urbaine, il y a une dimension alimentaire qui, bien que parfois compliquée sur les activités de fermes urbaines et tout, c'est un secteur qui est mine de rien, voilà, en tant qu'à vocation productive, c'est assez récent. Donc, c'est un peu toute cette question alimentaire qui commence aussi à infuser dans nos missions et qui permet de répondre un petit peu à des enjeux de résilience, quoi. Donc, les enjeux alimentaires, énergétiques et donc, comme on l'a dit, socio-économiques sur la création de liens sociaux, la création de collectifs. Ce qui est très important pour nous, c'est de mettre toujours en place une agriculture qui est inspirée par l'agroécologie et la permaculture. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Je pense que je parle à un public de gens qui connaissent déjà ces termes-là, mais c'est que c'est une agriculture qui est très intensive en main-d'œuvre et en soins. Et donc ça demande d'avoir un certain nombre de personnes qui sont mobilisées, et à chaque fois on essaie de le faire, des habitants et des habitantes, pour prendre soin de ces espaces, pour qu'ils soient vraiment vivants et que si tout se passe bien, effectivement, il y a des résultats productifs, des consommations alimentaires qui puissent être envisagées derrière sur les différents espaces. Donc, c'est un petit peu, voilà, tout ça, les grands sujets qui, à notre petite échelle, on essaye de faire bouger. Et donc, pour ça, on n'est pas très, très nombreux, même si, depuis récemment, on est devenu quand même une association assez importante, puisqu'on est 12 salariés, dont 2 adultes relais pour les personnes qui ne sont pas familières du dispositif. C'est des personnes qui ont la double casquette de jardinier et d'animateur, animatrice, qui ont pour mission de travailler avec les bénévoles, avec les personnes qu'on accompagne sur la mise en place des jardins. Mais on a vraiment beaucoup de métiers différents, quelques apprentis aussi. Et quand je dis métiers différents, c'est vraiment très différent puisqu'on a des architectes urbanistes, on a des graphistes, designers qui vont faire du travail de signalétique, du travail d'information, de communication autour des activités. Mais on a aussi des gens constructeurs bois, donc qui vont fabriquer, qui vont travailler sur les chantiers pour mettre en œuvre les jardins. Donc des jardiniers paysagistes, bien entendu. On a aussi une maraîchère qui est spécialiste plantes, 2 spécialistes des arbres fruitiers. Et puis, des gens qui sont un peu des animateurs, des animatrices, et puis des gens comme moi qui se chargent aussi de faire tout le travail administratif, trouver des projets, tout ça. Donc, on est quand même une sacrée équipe désormais, avec un conseil d'administration où il y a plusieurs jardiniers dedans. Et donc, pour rentrer un peu plus dans le dur, comme je vous disais, qu'est-ce qu'on fait vraiment, nous, à Vergers Urbains? Ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des habitantes et des habitants vers la végétalisation comestible. Et pour ça, on a une méthode qui est résumée ici. Je vais revenir un peu plus en détail sur chacun des points, qui consiste à chaque fois, à chaque étape de construction d'un jardin, qui est de la participation. Donc, la co-conception, la co-construction, l'accompagnement technique, j'y reviendrai un peu plus en détail, et l'animation et le suivi. Donc, avec ce cycle-là, en fait, nous, tous les métiers présents dans l'association vont intervenir à différents moments pour partager leurs compétences, leur expertise sur chacun de ces domaines. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Donc, je vais vous prendre quelques exemples, certains récents, certains moins récents, pour illustrer tout ça. C'est que quand on fait de la co-conception, donc sur ces photos, c'est un projet qui a eu lieu de novembre 2020 à novembre 2021, où on a accompagné le lycée Delambre-Montaigne à Amiens, pour ceux qui connaissent, donc c'est dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelait Des potagers dans les lycées des Hauts-de-France.
où des parcelles, des patios ont été mis à disposition des élèves pour qu'ils puissent développer des projets d'agriculture urbaine ou de jardins participatifs. Ce qu'on a fait, c'est que dès novembre 2020, on est allé dans les classes. Donc, on peut voir Pauline au premier plan avec son masque, celle qui est de face, qui est conceptrice paysagiste, qui a travaillé avec les élèves plusieurs classes pendant plusieurs mois à fabriquer des maquettes, fabriquer des plans, décider collectivement de ce qu'allaient devenir en fait les deux patios en fonction des besoins, des envies, non seulement des élèves, mais aussi, et je tiens à les remercier particulièrement, les personnels éducatifs qui ont joué le jeu aussi de nous accueillir dans leur classe, de prendre ce temps-là et tout, parce que c'est vraiment très nécessaire à chaque étape que vraiment les personnes qui sont concernées puissent co-concevoir le projet. On arrive ensuite à la deuxième étape. C'est toujours le même projet à Amiens, où c'est vraiment un temps fort de la mobilisation des publics, puisque les habitants, les habitantes, dans ce cas-ci, là, par exemple, les élèves, vont participer à la construction effective du jardin. Donc, il y a deux choses quand on dit la construction. Il y a la partie bois qui va être des aménagements. Ça peut même parfois être du terrassement, ou de la découpe, voilà, fabriquer du mobilier de jardinage, fabriquer l'espace du jardin. Et le deuxième qui est la plantation. Et donc, la définition du plan de plantation, voilà, de l'itinéraire technique, toutes ces choses-là qui peuvent permettre que le jardin soit effectivement prêt en temps et heure pour la saison suivante. Donc ça, c'est un gros moment important. Tout ne peut pas être fait en participatif, notamment pour des raisons de sécurité, parfois l'utilisation des outils et tout, mais la majorité des chantiers sont principalement faits en collectif, en participatif. On arrive sur la deuxième étape. Alors là, je change de projet. Vous voyez, c'est un projet qui s'appelle le Havre de Pomone. Pour vous dire rapidement ce que c'est le Havre de Pomone, c'est un autre. Donc là, c'est une résidence en pied d'immeuble dans le 19e arrondissement, la résidence Matisse, une grande résidence sociale, où on a accompagné dans le cadre d'un projet pariculteur. Pour les personnes qui ne sont pas forcément parisiens ou parisiennes, pariculteur, c'est un dispositif de mise à disposition de foncier par la ville de Paris pour des projets d'agriculture urbaine. La ville de Paris met en relation des bailleurs fonciers, ça peut être la SNCF, ça peut être un bailleur social qui a du foncier disponible, qui ne sait pas quoi en faire. Et la ville de Paris se charge de faire le lien avec des porteurs de projets ou des porteuses de projets pour essayer de créer un lien. Donc, on a remporté cet appel à projet pariculteur avec une ferme urbaine. Alors, si vous connaissez un petit peu le secteur de l'agriculture urbaine, c'est un nom connu, c'est Cycloponix. C'est un agriculteur urbain qui fait principalement des champignons et des endives en bio dans Paris. Donc, c'est le premier à refaire des champignons de Paris à Paris, intramuros. Eux, ils ont obtenu en fait toute la partie parking de la résidence, c'est environ 2000 m². Et nous, on travaille sur 1800 m² à créer un jardin partagé avec les habitants de la résidence. Donc, pour en revenir sur ces différentes séquences, l'accompagnement technique, en fait, on va solliciter les habitants pour que ces derniers puissent organiser les statuts de l'association, une charte d'usage, qu'on parle, voilà, c'est un grand mot, mais qu'on parle un peu de gouvernance associative, de règles d'usage du jardin, de règles d'usage entre les personnes, de telle manière à ce que finalement l'association qui sorte de ce projet puisse être autonome. Et d'une certaine manière, en fait, nous, c'est vraiment bingo. On a gagné à partir du moment où l'association n'a plus besoin de nous, où elle peut exister sans nous. Et on a vraiment terminé notre travail d'accompagnement. Donc, c'est une étape aussi qui est assez importante, qui est faite par les animateurs, par les animatrices, par des personnes dans l'association qui travaillent avec les bailleurs sociaux, par exemple, dans ce cas-là. Donc, c'est une partie vraiment importante du travail de création de lien social aussi, pour que le jardin puisse exister sans nous. Enfin, et donc ça c'est la dernière étape, c'est l'étape d'animation et de suivi. J'ai pris un autre projet, je ne vais pas être très long sur sa présentation, même si c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est le plus vieux jardin de l'association, qui s'appelle Comme un jardin, qui est localisé à côté de notre local. Et donc ça, c'est un lieu qu'on gère en interne, c'est un jardin pédagogique, à la fois potager et verger. Et c'est vraiment un espace support pour créer des ateliers un peu au rythme des saisons, donc, qui est encadré par une des personnes adultes relais.
Et ça permet aussi pour nous de mobiliser des bénévoles, parfois d'autres jardins, pour qu'ils puissent en fait, se retrouver et puis qu'il y ait un peu des créations de connexions entre les jardiniers qu'on accompagne, qui sont parfois dans leur coin, alors que voilà, ce jardin nous permet aussi de créer du lien entre différents jardins, entre différents jardiniers qui ne se seraient pas forcément connus autrement. Donc, à gauche, c'est une photo d'un atelier de taille des fruitiers, de taille des arbres, avec Hugo en bleu au milieu que vous pouvez voir. Et à droite, c'était un petit atelier qu'on a fait en décembre dernier de préparation des sols. Pauline était présente d'ailleurs. Et c'est effectivement un projet qui a été soutenu par la Fondation Rustica, je tiens à le préciser. Sur les. Donc, voilà, je vais essayer de vous présenter un petit peu cette grande démarche pour ces différentes, voilà, cette démarche qu'on a à l'association pour vous dire que l'agriculture urbaine, c'est pas juste une ferme urbaine. Ça peut être des dizaines de manières de faire de l'agriculture urbaine. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on pense. Et les jardins ou les fermes ou les pépinières ou n'importe quelle chose végétale, végétalisée avec lesquelles on travaille, c'est des médiums, c'est des moyens pour nous de faire se rencontrer les gens. Qu'importe le support. Par contre, à chaque fois, ça peut être voilà, en horizontal, en vertical, sur les toits, dans l'espace public. Ça peut être vraiment des formes très, très riches. Il y a quand même 6 types de projets que nous, sur lesquels on travaille de manière assez récurrente. Donc, je vous les partage ici. Donc, les premiers qui sont peut-être les plus connus, c'est les jardins partagés, tels qu'ils vont être présentés un petit peu dans la suite de la présentation. Mais il y a aussi des espaces de végétalisation dans l'espace public qui sont directement voilà, dans la rue. Ça peut être des jardinières installées ou de la pleine terre aménagée. Des vergers et des forêts fruitières. Donc là, on est vraiment au cœur de l'activité de l'association parce que nous, on croit vraiment que planter des arbres, c'est devenu indispensable. Et tout ce qu'il y a autour, en fait, de s'en occuper et tout, c'est vraiment très important. Une mission un peu plus récente qui est celle de la gestion écologique des espaces verts. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau qui est arrivé parce qu'une personne savait le faire, qui est arrivée à Vergès-Urbain. Et donc, c'est vraiment travailler avec des copropriétaires dans l'objectif ou des bailleurs sociaux pour que les espaces verts de ces résidences soient gérés en permaculture. Donc, ça veut dire plus d'utilisation de thermique, du travail humain plus important, mais aussi du laisser-faire sur ces espaces-là, contrôlé, en tout cas réfléchi dans les codes de la permaculture, mais voilà, essayer de repenser un peu cette gestion-là. Des micro-fermes et des pépinières. Donc, on a une micro-ferme dans le 18e qui produit principalement des fraises. Donc là, ce n'est pas trop la saison. Et les pépinières qui nous servent, nous, pour pouvoir abonder en fait les jardins partagés qu'on accompagne et tout de plants. Alors, on n'est pas autosuffisant en production de plants et tout. On achète encore des choses, mais ça permet de contribuer à une partie des plants qu'on va distribuer, qu'on met sur les différents sites. Et le tout dernier point, c'est ces tiers-lieux, la question des tiers-lieux qui devient de plus en plus importante. On n'a pas encore véritablement ouvert des tiers-lieux, mais on a ce projet d'ouvrir 1 ou 2 tiers-lieux qui vise en fait à rassembler un peu toutes ces formes d'agriculture urbaine pour créer des espaces un peu centraux, des points de ressources pour que tous les jardiniers puissent venir nous solliciter, se rencontrer, pratiquer le jardinage autour des questions alimentaires et des questions d'agriculture urbaine. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus puisque c'est en cours, ce n'est pas encore fait, mais ça fait partie un peu des nouveaux projets qu'on essaye de mener. Donc pour donner un peu de chair à ma présentation, je vais donner la main à Brice Roussel. Je vais arrêter ma présentation, il va mettre la sienne. Voici, et il va vous éclairer un petit peu sur ce que ça veut dire de se faire accompagner par Vergès-Urbain puisqu'il a travaillé sur le jardin Chapelle-Charbon. Hop. Nickel. Merci Rémi, vous m'entendez bien? Et vous voyez mes slides? Ok. Bonjour, rebonsoir à toutes et à tous. Merci Rémi. Donc je suis Brice Roussel, comme je vous le disais tout à l'heure, et je suis donc un des jardiniers, apprentis jardiniers plutôt, pour être tout à fait honnête, du jardin Chapelle-Charbon, qui est basé dans le parc Chapelle-Charbon. Donc c'est une parcelle de 350 mètres carrés au cœur du parc.
Et Verger Urbain nous accompagne depuis 1 an déjà, et encore pour 2 ans a priori, pour 3 étapes fondamentales que sont la co-conception dont Rémi a parlé, la création réelle du jardin, donc la menuiserie, aussi le jardinage, et puis la création d'une association pour supporter pour encadrer ce jardin partagé. On se réunit 2 fois par semaine, on a des permanences 2 fois par semaine, le mercredi après-midi et les samedis après-midi, de 14h à 17h. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à nous rendre visite. Donc pour faire un petit peu d'historique du projet, on a commencé la co-conception en automne 2020. Alors, on s'est réunis pour un certain nombre de réunions pour essayer de discuter, de partager sur ce qu'on voulait du jardin, sur ce qu'on voulait en faire et quel type d'idées on avait, etc. Échanger dessus. On est parti assez large au début avec de grandes idées, et puis de plus en plus, on est allé sur le concret. Verger Urbain nous a beaucoup aidé dans cette partie-là, un peu comme l'expliquait Rémi, aussi pour nous donner les outils, les contraintes aussi qui sont liées au fait de faire du jardinage dans une parcelle qui est située dans un parc municipal, il y a un certain nombre de contraintes, et aussi nous donner des idées par leur retour d'expérience qui sont sur le jardinage en ville, sur des projets qu'ils ont eu par le passé, etc. Tout en nous laissant phosphorer un peu sur nos idées, sur ce qu'on avait envie d'en faire. Il y a 3 grands principes, 3 grandes idées qui sont ressorties de ces réunions et de ces ateliers. Le premier, c'est qu'on voulait un jardin qui soit conçu selon les principes de la permaculture. Même si on ne savait pas à l'époque vraiment tout ce que ça voulait dire, etc. Mais on avait quand même cette volonté. On avait aussi envie à la fois d'un jardin qui soit utile, entre guillemets, qui soit alimentaire, et qu'on puisse avoir des récoltes potagères, etc. Mais aussi un jardin qui puisse être joli pour nous, et puis aussi pour les gens du parc. Je ne sais pas si ça se voit bien sur l'image, mais en fait, les gens peuvent faire le tour de la parcelle et se balader, et ça fait un peu partie de la balade du parc, donc il fallait quand même qu'on ait quelque chose d'assez joli. Et le troisième grande idée qu'on a eue, c'était de faire une parcelle commune. Donc la parcelle, c'est bien la parcelle de droite ici, je vous parlerai après de la parcelle de gauche. On avait le droit, en fait, on aurait très bien pu la découper en parcelles individuelles et que chacun cultive dans son coin. Mais déjà, on s'est dit qu'on perdrait de la place, parce qu'on n'en a pas non plus énormément. On voulait aussi mutualiser un peu nos connaissances. Moi, si on m'avait donné une parcelle tout de suite, je ne pense pas que j'aurais été capable d'en ressortir quoi que ce soit. Donc, c'était d'apprendre ensemble. Et puis aussi, de jardiner ensemble, que chacun ne soit pas dans son coin. Et c'est quand même plus sympa et plus convivial de tous jardiner ensemble. Donc là, ça me permet, oui, effectivement, de vous montrer donc la parcelle. La parcelle de gauche, c'est une parcelle qui va être réservée plutôt pour verger urbain ou pour des ateliers qui vont être faits soit pour accueillir des enfants, soit pour réserver un espace pour des structures voulant un espace de jardinage pour leurs usagers. Et la parcelle de droite, donc c'est celle sur laquelle il y a le jardin partagé Chapelle-Charbon à proprement parler. Donc ici, c'était le dernier brouillon, on va dire, la dernière, le dernier plan qu'on avait de la dernière réunion. Les choses, quand on est passé à la réalité, ont un petit peu changé, ont encore un petit peu changé. Donc, par exemple, les haies de culture, on a mis des buts auto-fertiles. Le potager qu'on voulait en mandala, c'est plutôt transformé en jardin de curé / mandala. La spirale aromatique s'est un petit peu déplacée au nord de la parcelle. Et puis à la place de la cabane, vous allez voir, on a un conteneur qui a été mis à disposition par la mairie de Paris
tout autour, à l'intérieur, mais tout autour de la clôture, il y a la mairie de Paris avait déjà mis des fruitiers, donc des framboisiers, cassis, mûres, ce qui fait que on a pu récolter des fruits rouges dès la première année, ce qui était assez appréciable. Et à la place de la spirale aromatique, je vous montrerai tout à l'heure, on a mis un octopus. Donc c'est quelque chose qui nous a été proposé par Verger Urbain. Je vais vous montrer, c'est un composteur jardinière. La deuxième étape, c'était la création du jardin à proprement parler. Et là, effectivement, comme le disait Rémi tout à l'heure, pour tout ce qui est menuiserie, l'aide de Verger Urbain a été primordiale. Dans les jardiniers du jardin Chapelle-Charbon, il y a un peu de tous les âges, un peu de tous les niveaux de bricolage, mais on n'est pas non plus aussi fort que les salariés de Verger Urbain. Donc, ça nous a permis d'avancer assez rapidement. Donc ici, c'est la terrasse couverte qui jouxte le conteneur. Ici, c'est des bacs. Donc effectivement, comme disait Rémi, il y a un certain nombre d'actions qui sont faites vraiment par les salariés avec la participation par Verger Urbain avec la participation des jardiniers. Il y en a qu'on a fait de manière un tout petit peu plus autonome. Et là, c'est des bacs c'était important pour nous de faire des bacs qui soient à hauteur, pour pas avoir besoin de se baisser, parce que voilà, on a un peu tous les âges aussi dans les jardins, et puis en fonction des maux de dos ou autres. Donc c'est deux bacs qu'on a fait, dans lesquels on a mis des fraises. Ça, c'est les travaux en cours sur le potager, la partie potager et la partie jardin de curé dont je vous parlais. L'octopus dont je vous parlais, donc avec cette partie qui est recouverte ici, qui est la partie où on va mettre notre compost. Donc ça va être le compost des jardiniers de chez nous, en fait, de nos habitations, et qu'on va ramener avec un apport de matière sèche dans l'octopus. Et puis dans la partie jardinière, on va mettre des plantes médicinales. Ça vous permet aussi de voir le jardin de cet hiver, là, encore un tout petit peu fleuri avec voilà. La spirale aromatique qui a été réalisée dans le cadre d'une formation organisée par Verger Urbain avec des permaculteurs qui sont venus nous aider pour cette partie maçonnerie sur les conseils de Verger Urbain, pardon. L'aménagement qui est en cours du conteneur pour ranger tous nos outils, c'est un peu mieux maintenant, mais il y a encore du travail à faire. Et à droite, c'était les buttes auto-fertiles dont je vous parlais tout à l'heure, donc avec un mélange carbone-azote, on a creusé des bus, on a mis du bois de différentes sections au fond, de l'herbe, du champost qui vient justement de nos voisins qui font des champignons de Paris dont on parlait Rémi tout à l'heure. On récupère en fait la matière organique sur laquelle ils cultivent les champignons. Donc ça, c'est le premier été qu'on a fait, donc l'été 2021, avec une vue du jardin, du jardin de curé avec une jardinière. Et on voit un peu le parc dans le fond, ça vous donne un petit peu l'idée. Voilà, les gens sont vraiment autour et peuvent se balader autour de la parcelle. Encore des jardiniers et jardinières de différents âges, vous voyez, différents âges, pardon. Les premières récoltes, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été assez intéressant pour nous. Voilà, de pouvoir avoir des récoltes dès la première année, ça motive aussi les gens. Un certain nombre d'ateliers
et d'animation. On a participé au Square en fête, les fêtes des jardins, les fêtes des vendanges. On n'avait pas de vigne à l'époque, mais bon, on voulait quand même faire la fête. Euh, on a fait des ateliers aussi qui étaient encadrés par Vera qui nous accompagne qui est de Vergers Urbains et qui nous accompagne pour pour toute la création au quotidien, qui est là à toutes les permanences et je remercie, j'en profite pour la remercier pour toute son aide et sa patience. Et qui a organisé du coup comme je disais, des ateliers de fabrication d'étiquettes, fabrication de tontines en osier. On a fabriqué pour Noël des couronnes végétales avec des éléments du jardin et des autres jardins, par exemple, qu'on a récupéré à Commun Jardin, le jardin dont parlait Rémi précédemment, qui est le jardin de l'association Vergers Urbains. Un atelier pour nourrir les oiseaux. On a pu mettre des petits perchoirs et de la nourriture pour oiseaux pour l'hiver. Teinture végétale que vous voyez sur la photo de droite. Et puis un atelier de peinture suédoise. Pardon. C'est pour juste faire un peu une conclusion de cette première année et puis de l'accompagnement de Vergers Urbains. En fait, sans cet accompagnement, déjà, il y aurait pas eu, on ne se serait pas forcément tous rencontrés, on n'aurait pas forcément tous été au courant. Moi, personnellement, j'ai envoyé un message à Vergers Urbains pour savoir un peu comment on pouvait jardiner dans le quartier. J'avais vu qu'il y avait comme un jardin, le jardin de Vergers Urbains, et puis et elle a un peu ils ont un peu réorienté, Vera a un peu réorienté tout le monde, tous les gens qui avaient envie de jardiner dans le quartier autour de cette parcelle. On a pu aussi créer le jardin de A à Z. Au début, c'était une parcelle complètement vierge, à part les arbres et les fruitiers qui avaient été mis dès le départ. Et puis, ça nous a permis de cultiver assez rapidement, ce qui crée en fait, ce qui a motivé d'autres riverains qui passent, qui voient qu'il se passe quelque chose. Vraiment, ça donne envie en fait quand ils ont vu qu'on avait nos premières récoltes. Donc, ils viennent nous aider, donc on avance encore plus vite. Enfin, ça crée une vraie dynamique en fait de pouvoir sortir un jardin assez rapidement avec des connaissances techniques qu'on n'a pas. Donc, Vergers Urbains nous apprend aussi à cultiver et ça nous a permis d'avoir des résultats assez rapides. Et puis, ça nous permet aussi Vergers Urbains nous a aidés pour la création un peu. Il crée aussi un réseau en fait de quartiers avec les autres jardins du 18e, avec d'autres acteurs qui peuvent être intéressés par des activités, des ateliers, des choses comme ça. Par exemple, on a un projet de Grénothèque avec la bibliothèque Maurice Genevoix, et puis d'autres acteurs du quartier qui sont intéressés par cette démarche et par d'autres jardins et jardiniers. Donc, ça a vraiment permis de créer une dynamique, et une dynamique pas seulement recentrée sur notre jardin. Et en conclusion, c'était une première année, année et demie très positive, avec déjà des premières récoltes, plein de choses apprises. Et puis grâce à Vergers Urbains, on les remercie énormément. Et puis beaucoup de convivialité aussi. Merci Brice. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. On va passer à la présentation de la fondation d'entreprise Rustica. Donc, comme vous l'a déjà expliqué Rémi, en fait, l'association Vergers Urbains est soutenue par la fondation d'entreprise Rustica. Donc, je vais aussi partager une petite présentation sur la fondation qui tarde à venir. Anna, tu me confirmes que tu ne vois pas le média? Oui, pour l'instant, c'est nous quatre qui sommes. Alors, les questions commencent à arriver. Donc,
Le temps que tu cherches. Non, mais elle est Vas-y. mais j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de média, parce que ça ne fonctionne pas alors qu'elle est en ligne. Donc, Ça y est, ça arrive. Voilà. Ça arrive? Oui, ça y est, on la voit. C'est bon. Bon. Alors, personnellement, je ne la vois pas. C'est moi qui l'ai mise. Donc, si tu veux, je peux te faire défiler. Avec plaisir, tu vas me sortir l'épine du pied. Je peux te faire défiler. Ok, super. Donc, pour vous présenter la fondation, elle a été créée par la société Rustica SA, qui est éditrice de l'hebdomadaire que vous connaissez tous, qui est l'hebdomadaire de référence du jardinage naturel. Et c'est une volonté de la société de compléter son engagement éditorial. Et ça part d'un double constat. C'est à la fois le fait qu'on a de plus en plus de personnes issues de ce qu'on appelle la société civile qui ont envie de s'engager face à la crise environnementale qu'on constate tous, effondrement de la biodiversité et crise climatique. Seulement, on n'a pas tous forcément des leviers d'action concrets. Et parallèlement à ça, en particulier depuis la crise sanitaire et le premier confinement, il y a eu un rapport à la nature qui s'est beaucoup cristallisé autour du jardin et un renforcement de ce lien et un vrai désir de nature qu'on a senti monter. En témoignent les départs notamment de beaucoup d'urbains vers des zones rurales pour justement changer de vie et s'ancrer davantage dans la nature. Et donc, face à ce double constat, la société éditrice du magazine a nourri ce projet de création d'une fondation d'entreprise. Donc, c'est une fondation qui va mettre des fonds au profit de projets d'intérêt général. Alors, si tu veux bien passer à la slide suivante, Rémi, sur les missions. Donc là, je vous ai synthétisé un petit peu les missions que s'est donné la Fondation. Pour vous parler d'ailleurs de la date de création, donc c'est tout récent, les statuts de la Fondation ont été déposés fin 2020 et 2021 a été sa première année d'exercice. On n'a pas eu beaucoup de temps parce qu'on est entré vraiment en opération au milieu de l'année. Donc là, je vous parle des ambitions de la Fondation et puis je viendrai après sur ce qu'on a réussi à concrétiser et ce qu'on se donne pour objectif pour l'année à venir. Donc, dans ses missions et dans ses statuts, la Fondation a pour ambition d'accompagner vraiment les jardiniers dans leurs préoccupations écologiques. On part aussi du constat que on a beau avoir une réglementation qui va de plus en plus accompagner les particuliers vers des pratiques de jardinage respectueuses de l'environnement, force est de constater qu'on a quand même des décennies derrière nous de pratiques qui ne sont pas forcément compatibles avec ce respect de la biodiversité qu'il faut réussir à enrayer, parce que ça a engendré souvent de mauvais réflexes et aussi un rapport à la nature et au vivant qu'il va falloir réussir à contrecarrer un petit peu pour aller vers plus de respect et puis aussi des critères esthétiques qui vont être amenés à se modifier aussi face à ça. Pour ce faire, on veut contribuer au développement et la diffusion des connaissances sur des pratiques qui ont le vent en poupe en ce moment, l'agroécologie dont Rémi a parlé tout à l'heure, la permaculture et plus largement le jardinage naturel. Et on veut aussi contribuer à la sensibilisation du grand public qui n'aurait pas forcément les clés d'entrée pour justement toutes ces notions-là. Si tu veux bien changer la slide, Rémi. Alors, les leviers d'action que se donne la Fondation, pour l'instant, ils ne sont pas tous activés. En premier, la Fondation, elle est distributrice, c'est-à-dire que c'est une fondation qui va venir soutenir financièrement des initiatives citoyennes qui visent à sensibiliser le plus grand nombre à des pratiques de jardinage naturel et respectueuses de l'environnement. Après, dans un deuxième temps, on voudrait contribuer à l'enrichissement des connaissances. Alors, pour l'instant, on n'a pas énormément pu travailler sur ce volet-là, mais ça veut dire soutenir des projets de recherche ou des structures qui mènent des travaux de recherche et développement sur des pratiques d'agroécologie et de permaculture. Et puis, en troisième volet, une fois qu'on aura consolidé ces deux leviers-là, proposer des formations et des actions de sensibilisation qu'on opérera nous-mêmes sur les pratiques de jardinage naturel. Si tu veux bien changer la slide, Rémi. Merci. Pour l'heure, on a soutenu 4 projets en 2021, hors appel à projet. Donc, c'est passé par un sourcing qu'on a mené en interne. On a fait de la recherche sur les structures associatives qui mettaient déjà en œuvre des projets
qu'on trouvait proches de notre sensibilité et qu'on avait envie d'accompagner. Donc, il y a eu Verger Urbain qui a fait partie de ce panel de projets sélectionnés. On a accompagné Comme un jardin pour le développement, enfin pas le développement, mais la programmation des ateliers de jardinage qui ont lieu le mercredi après-midi sur donc ce site historique de l'association. On accompagne aussi une structure qui est basée en Bretagne, qui s'appelle Vers le Jardin. Vers le Jardin, on accompagne un projet de développement d'un jardin urbain dans un quartier politique de la ville qui s'appelle Penarstrat. Donc, Vers le Jardin a travaillé avec une école élémentaire du quartier à la définition de ce qu'allait être ce jardin, de ce qu'on allait y implanter en 2021. Et là, pour 2022, on va les accompagner plutôt sur le volet vraiment développement et implantation de ce jardin-là. Ensuite, on accompagne une association qui est située dans la périphérie de Rouen qui s'appelle Le Champ des Possibles. C'est une association qui développe des projets du champ à l'assiette. Elle fait de la sensibilisation de publics urbains qui sont également issus de quartiers sensibles à la réappropriation de tout le cycle d'alimentation depuis la culture des aliments à la préparation et la conservation. L'objectif étant d'accompagner des publics qui sont très, très souvent éloignés de la nature, qui ont peu de pratiques en fait de nature dans leur temps libre, à justement se réapproprier cet élément-là et à inscrire cette nouvelle dynamique dans une alimentation qui est plus saine et durable. Et enfin, le 4e projet accompagné en 2021, ça s'appelle Le Parc. C'est une association qui est située dans Lyon et qui a un projet, là pour le coup, en milieu rural. Les 3 associations que je vous ai citées précédemment, c'est des associations qui travaillent dans un tissu urbain ou périurbain. Le parc a un objectif d'accompagnement aussi des publics à l'autonomie alimentaire à travers des pratiques d'agroécologie et de permaculture, mais cette fois-ci dans un milieu qui est beaucoup moins urbanisé. Et on les accompagne dans le développement d'une forêt-jardin sur leur site historique. Donc là, c'était vraiment de l'achat de fruitiers qui vont être plantés ce mercredi. Si tu veux bien passer, Rémi, sur nos actions pour l'année à venir. Je vais d'abord vous parler d'un premier soutien qu'on a initié cette année. Ça me permet de vous inciter tous à vous y inscrire. C'est la Maison de la Consommation et de l'Environnement qui est située à Rennes, qui a développé ce projet avec d'autres associations environnementalistes de la région Bretagne. C'est un MOOC sur le jardinage naturel qui est mis en ligne sur le site telabotanica.org. C'est une formation gratuite qui va se dérouler sur 6 semaines de mars à mai et qui va proposer aux jardiniers amateurs qui possèdent un jardin ou pas d'ailleurs. On n'est pas tenu d'avoir un jardin pour suivre le MOOC parce qu'il y a des petites adaptations pour les gens qui n'auraient pas cette chance. Et donc, ça propose vraiment de s'approprier les techniques de jardinage naturel. Les inscriptions sont déjà possibles. Elles sont ouvertes depuis le 31 janvier et le MOOC ouvre le 28 mars. Dans un second temps, si tu veux bien changer de slide, Rémi. Merci. On est également en train de développer des activités opératrices, donc des choses qu'on développe nous-mêmes. On travaille sur le développement d'un kit pédagogique à destination des scolaires. Donc, s'il y a des enseignants parmi les personnes qui assistent à ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact sur notre site, dont on vous donnera l'adresse tout à l'heure. C'est des séquences pédagogiques donc d'éducation au développement durable. C'est en 5 séquences et ça propose d'accompagner les élèves dans la découverte du jardin et de son écosystème à travers des apprentissages à la fois théoriques et pratiques. Là, c'est vraiment le double volet avec des fiches de synthèse qui permettent d'acquérir des apprentissages d'éducation au développement durable et puis des ateliers pratiques qui vont permettre de concrétiser tout ça à travers des choses qui sont assez faciles à mettre en place et peu coûteuses aussi dans les jardins. Si tu veux bien changer la slide, Rémi, s'il te plaît. En dernier lieu, ce dont je voulais vous parler, c'était l'appel à projet qu'on a lancé la semaine dernière.
Donc, de la même manière qu'on a soutenu des projets en 2021, on va soutenir des projets en 2022. Et cette fois-ci, on a une volonté de ne pas sourcer nous-mêmes et donc de faire venir le maximum d'initiatives à nous. Donc, notre objectif, c'est encore une fois de soutenir des initiatives qui vont permettre de démocratiser les pratiques de jardinage naturel. Donc là, on est vraiment sur un appel à projet sur la pédagogie des pratiques autour du zéro phyto, du travail sur l'économie de la ressource, notamment de la ressource en eau, sur la mise en place de stratégies de biocontrôle. Les candidatures sont ouvertes, donc vous pouvez les déposer jusqu'au 15 mars sur le site de la Fondation et elles seront analysées par un comité de sélection à la fin du mois de mars pour une mise en action à partir du mois d'avril. Slide suivante, je vous parle des critères très rapidement de sélection. On ouvre la sélection aux initiatives d'intérêt général, donc qui visent à accompagner des pratiques de jardinage favorables à l'environnement. Donc, c'est essentiellement des structures associatives. On est quand même ouvert aux structures de l'économie sociale et solidaire ou de certains organismes publics, mais il faut vraiment qu'il y ait une volonté de pédagogie et de sensibilisation du grand public avec une gratuité ou une non-lucrativité dans les objectifs du projet. Les enveloppes de dons, on va vraiment les calibrer en fonction des besoins pour pouvoir accompagner les structures au plus juste. Mais en tout cas, elles sont capées entre 1 500 à 3 000 euros pour des projets à rayonnement local et 3 à 6 000 euros pour des projets qui auraient une portée nationale, que ce soit parce qu'il y a une volonté de communiquer sur tout le territoire ou parce qu'il y a un travail de mise en réseau avec des structures sur tout le territoire. Alors, j'en ai terminé. Dans la dernière slide, je vous donne juste des petits liens en référence si vous souhaitez vous renseigner sur la Fondation. Donc, on a un site web, fondation-rustica.org, qui vous renseignera autant sur l'appel à projet, les structures qu'on a déjà soutenues que nos objectifs. Et puis, vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, on a une page LinkedIn, un compte Twitter et une page Facebook. Voilà, Alain, je te donne la main. Merci à tous les trois. Eh bien, effectivement, il y a des questions, donc je vais attaquer tout de suite puisqu'il nous reste 13-14 minutes à rester ensemble. Il y avait une première question concernant un jardin à jouissance privative en rez-de-jardin d'une copropriété. Et Arlette nous demande si on peut envisager d'y planter de la végétation pour les abeilles, les oiseaux. Qu'en pensez-vous ? Mais écoutez, moi, j'ai absolument rien contre les jardins privatifs. Au contraire, ça améliore la biodiversité au niveau local. Donc, il y a tout à gagner à ce qu'il y ait des espaces végétalisés. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir ouvrir une partie de ces espaces à un certain nombre de personnes. Donc, c'est pour ça qu'on travaille plutôt sur des dynamiques collectives. Après, tout est bon à prendre. Voilà, nos deux piliers, un petit peu, c'est comestible et collectif. Donc, c'est un petit peu ces choses-là. Si ça vous intéresse aussi de laisser accéder une petite partie du jardin, ou ça peut être aussi des temps collectifs et des jardins privés. En fait, il y a des millions de manières d'organiser un espace végétalisé qui peut être parfois privé, parfois collectif. On sait que c'est important aussi. Pour les jardiniers, ils nous le disent souvent qu'ils aiment bien avoir au moins une parcelle à eux ou un espace à eux parce que on prend soin de cet espace-là et finalement on voit le fruit de notre travail qui nous appartient. On oscille toujours un petit peu entre ces deux pôles. Donc je suis soutien au jardin privatif. Après, la cerise sur le gâteau, c'est quand ils deviennent aussi collectifs, parfois sur des temporalités courtes ou des choses comme ça. Alors justement, concernant vergers urbains, il y a plusieurs questions. Il y a qui finance l'intervention de l'association? Quel est le coût annuel? Qui finance l'eau nécessaire à l'irrigation des jardins partagés? Et dernière question sur vergers urbains, j'y reviendrai. Est-ce que vous accompagnez aussi des jardins dans le sud de la France? Alors, sur les questions du financement et de l'eau, donc ça dépend du type de projet, justement. Donc, par exemple, quand on travaille sur des résidences en pied d'immeuble, on peut être financé en fonction du propriétaire de l'immeuble. Donc, ça peut être parfois un bailleur social qui nous sollicite et qui vont cofinancer ou financer le projet. Ça peut être des copropriétés. Ça peut être le cas donc, pour des pieds d'immeuble, mais ça peut aussi être le cas pour
pour la gestion écologique des espaces verts aussi. Donc là, ça va être c'est une autre intervention qu'on fait, mais toujours le même type de financeur. Les pouvoirs publics à tous les étages. Je pense par exemple au projet Quartier Fertile pour les personnes qui sont familières de ce dispositif, qui a été lancé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui vise justement à financer des grands programmes d'agriculture urbaine dans les quartiers de rénovation urbaine. C'est piloté par l'Agence nationale du renouvellement urbain. Mais aussi parfois les régions. Donc, c'était le cas, par exemple, dans le lycée. Je sais qu'il y avait j'ai cru voir une question aussi sur. Donc, voilà, c'est un appel à projet qui a été lancé par la région. Ça peut être, bien entendu, les départements et surtout, dans notre cas, la ville de Paris. Donc, quand je dis la ville de Paris, c'est effectivement la mairie de Paris, qui est une ville-département. Donc, voilà, ça peut être aussi des sources de financement pour tout ce qui va être végétalisation comestible. Voilà. Après, on peut avoir des cofinancements privés, donc c'est le cas des bailleurs sociaux, des copropriétés, ou voilà, par exemple les fondations qui peuvent d'une certaine manière aussi apporter une contribution aussi aux activités. Sur l'eau, donc l'eau en général, je parle sous ton contrôle, Brice, mais donc c'est la mairie de Paris. En général, on essaye de faire en sorte, surtout sur des programmes comme celui-là, de négocier avec la mairie qu'on ait un point d'accès à l'eau. Donc à Haute-Paris, et qui permet, parce que c'est très compliqué de jardiner, la mairie de Paris s'en est rendu compte récemment, c'est très compliqué de jardiner sans un point d'eau à côté. Ils travaillent de leur côté à développer des kits d'accès à l'eau qui seraient pour les jardins qui sont sans point d'accès, qu'on puisse avoir des systèmes d'irrigation alternatifs. Mais nous, souvent, enfin, sur comme un jardin et tout, la mairie a installé l'eau. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Alors, il y avait aussi sur des jardins dans le sud de la France. Est-ce que vous accompagnez dans le sud de la France et dans le 91 ? Est-ce que vous travaillez aussi dans le 91, donc dans l'Essonne, en Île-de-France ? Alors, il me semble qu'on a eu un projet. Non, non, je confonds. Mais alors, on est très intéressé pour participer à ces projets. Alors, même si on est une grande équipe, on n'a pas forcément des grands moyens. Donc, ça demanderait de mobiliser pour partir dans le sud de la France, un peu comme on l'a fait à Amiens, avec une sorte de petite task force, quoi, une petite équipe qui part pendant 2 semaines et qui vient régulièrement pour la partie conception et qui viendrait ensuite 2 semaines pour le chantier. Ça s'organise. On n'est pas contre. C'est le projet. Si on a le temps et les forces vives au sein de l'association, je pense que ça pourrait en intéresser certains et certaines d'aller travailler dans le sud de la France. Et le 9-1, ben, c'est déjà plus proche, donc c'est plus envisageable aussi. Voilà. N'hésitez pas à nous solliciter sur notre boîte mail, contact@vergersurbains.org, en expliquant un petit peu vos intentions. Je ne l'ai pas fait dans ma présentation, mais voilà, pour nous suggérer des propositions de projets. Et puis après, nous, on essaye de voir si on est assez nombreux, nombreuses, disponibles et tout pour vous accompagner. Donc ouais, avec plaisir. Oui. Justement, sur les projets, là, nous avons des personnes qui ont des terrasses de 9 mètres carrés dans leur copropriété et qui se demandent s'il est possible de monter un collectif pour bénéficier de vos prestations de verger urbain, justement. Est-ce que la terrasse est privative ? Ah, bonne question. Ben, on va laisser le temps de répondre. Pour Pauline, il y avait une question sur si l'accompagnement des enfants, enfin l'éducation était prévue aussi pour le niveau collège ou lycée, envisagé tout du moins, puisque là on est au début. Excuse-moi Alain, j'ai été coupée. J'ai eu un petit. Donc, est-ce que l'action pédagogique au niveau des enfants, il y aura-t-il un niveau collège-lycée de prévu ou d'envisager ? Alors pour l'instant, on n'a pas prévu de faire un accompagnement collège et lycée. C'est vrai, quand on regarde les supports pédagogiques qui sont proposés, c'est un peu sur une dynamique décroissante. On a beaucoup de choses pour les tout petits, on a beaucoup de choses au niveau maternel, début d'élémentaire, et il y a moins de volets d'accompagnement lycéen. Nous, là, on travaille sur des supports de cycle 3, donc pour les CM1, CM2 en primaire, mais pour l'heure, on n'a pas travaillé de support pour les collèges. Bien, alors la réponse pour les terrasses de 9 mètres carrés, ce sont des terrasses privatives, exclusivement.
Ouais, écoutez, si ces terrasses peuvent passer de privatif à collectif, nous, ça peut clairement nous. Enfin, je crois pas qu'on ait bossé sur un projet de terrasse collective de 9 mètres carrés. En plus, il y a cet enjeu. Enfin, avec les terrasses, on rajoute des enjeux de portance et tout. Mais ça pourrait être intéressant si ces espaces sont accessibles. Après, on n'est pas là pour faire de l'embellissement de jardins individuels. Il y a des gens qui font ça très bien. Nous, c'est pas notre travail. Mais si un collectif d'habitants souhaite transformer une terrasse, bon, 9 mètres carrés, ça fait beaucoup pour jardiner à plusieurs. Enfin, ça fait pas beaucoup pour jardiner à plusieurs, mais ça peut être intéressant aussi. Voilà, il y a une autre question qui traite, c'est sur un conseil municipal avec des enfants qui veulent faire un jardin partagé. La ville prête un terrain. Donc, la demande, c'est de savoir comment on peut les aider, comment vous pouvez les aider sur ce nouveau futur jardin partagé. De la même manière, à chaud, ça va être compliqué de proposer une solution toute faite. C'est justement pas l'idée. C'est que n'hésitez pas, encore une fois, à prendre contact, qu'on puisse évaluer les forces en présence, les difficultés de vous rencontrer, qu'on puisse un peu s'imprégner du projet pour en discuter, parce que voilà, tout est contexte hein, dans ces situations avec les mairies. C'est parfois ça peut être parfois un peu tendu et tout. Ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Donc là, je peux pas donner un conseil générique. Et sur la récolte d'eau de pluie, il y a une question, c'est comment travaillez-vous sur la récolte d'eau de pluie dans vos différents projets? Alors, c'est un vrai sujet. La récolte d'eau de pluie, c'est compliqué d'obtenir des réceptacles d'eau de pluie. Ça dépend vraiment du site. Il y a des sites où on l'a. Je pense par exemple, encore une fois, je parle sous ton contrôle, Brice, mais aux gens de Cotin. Je sais que beaucoup de gens sont de ton jardin. Enfin, certains sont agents de Cotin, qui a un autre espace de végétalisation pas très loin pas très loin du jardin de Brice. La mairie en donne parfois ou s'arrange pour qu'on puisse en trouver. C'est pas forcément donné, mais c'est vrai qu'à terme, ça peut être super intéressant d'en avoir. Donc ouais, on est assez pour. C'est juste que c'est souvent volumineux. Donc ça pourrait être. Je sais pas si j'ai répondu directement à la question, excusez-moi. Mais oui, effectivement, on essaye de s'arranger le plus possible quand c'est possible et qu'on trouve des sous ou des moyens pour en avoir parce que c'est très, très pratique. Alors, dans les autres questions, il y avait aussi il y a un jardin collectif partagé en ville de 1000 m² qui est Canal Saint-Martin à Rennes, et avec un rucher de 4 ruches. Et la question était de savoir si vous soutenez aussi des projets autour de ruches pédagogiques. Ça doit être aussi bien pour Pauline que pour l'association Vergers Urbains, je pense, pour les deux. Alors, de notre côté, pour l'instant, on ne travaille pas beaucoup sur les ruches. On a beaucoup de demandes autour de projets de ruches pédagogiques. C'est un sujet qui est un petit peu compliqué pour nous parce que c'est pas forcément directement corrélé aux pratiques de jardinage. Et du coup, pour l'heure, on n'a pas soutenu de projet de ruches pédagogiques. Et je vois une... Oui, je vous laisse la parole, pardon. Côté, enfin, si c'est en région, je sais plus si c'est en région Paris. C'est à Rennes. Rennes. C'est à Rennes. Je suis sûr qu'il y a des apiculteurs à Rennes, quelques apiculteurs, apicultrices aussi. Il y en a beaucoup à Paris. Il y a souvent des gens qui le font très très bien, mieux que nous. On n'a pas d'apiculteurs en interne en tout cas. Voilà. Et j'ai une question, serez-vous au salon Permaé? Mais c'est pas moi qui la pose. Et justement, je vais en parler puisque là, nous arrivons, il nous reste une minute, un petit peu plus d'une minute pour conclure. Et je vais vous laisser la parole et puis je reviendrai sur le salon Permaé tout à l'heure. Alors, il me semble que c'est le week-end du 19, du 18-19. 18, oui, c'est ça. 18, 19, 20, 21 mars. Je vais vous dire oui, mais oui, voilà, oui. Voilà, ma collègue l'a fait pour moi, donc nous, on y sera, effectivement, pour nous rencontrer. Un petit mot de conclusion, tous les trois, puisque là, le temps tourne. Il nous reste un peu moins d'une minute.
Oui, donc si vous connaissez des porteurs de projets associatifs qui comme Rémi, mettent en place des actions de sensibilisation sur le jardinage naturel, qu'il s'agisse de planter un jardin-forêt, qu'il s'agisse de mener des actions auprès des écoles, n'hésitez pas à aller sur le site de la Fondation, donc www.fondation-rustica.org et à regarder notre appel à projet, donc clôture fin mars, et à candidater surtout. Voilà. Merci. Vergers urbains, un dernier mot? Merci beaucoup à la Fondation Rustica pour l'invitation, d'avoir pu vous présenter un petit peu notre travail et puis au plaisir de vous rencontrer en live, peut-être en direct à Permae. Merci Merci. beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je vous rappelle que pour le Salon Permae, vous pouvez télécharger votre entrée gratuite sur le site et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines en présentiel. Cette fois-ci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et à très bientôt. Bonne soirée.